Le 13 décembre 2011, un vétérinaire rentre précipitamment chez lui, car sa femme ne répond plus au téléphone. Il découvre le corps de son épouse qui baigne dans son sang dans la baignoire. Les premiers secours constatent le décès et concluent que Michel Laforge, 62 ans, s'est suicidé. Il voit qu'il y a dans l'eau un sèche-cheveux qui est branché au secteur. Mais les proches de la victime refusent l'hypothèse du suicide. Pour moi, c'était impensable. Elle adorait la vie, elle était pleine de vie. Une enquête est ouverte et très vite, la piste criminelle s'impose. Puisqu'il y a des bijoux qui ont disparu, c'est qu'il y a un vol. Et si quelqu'un a volé dans cet appartement, c'est certainement qu'il a aussi tué. La femme de ménage de la victime est accusée du meurtre. Je suis convaincue qu'elle n'est pas la coupable. Elle ne peut pas être la coupable. Mais qui pouvait en vouloir à Michel Laforge ? La tension au sein du couple était réelle. On se dispute, qu'on chamaille, mais enfin, ça fait partie de tout le monde. Mais c'est pas pour ça qu'on va assassiner sa femme. Est-il possible que le caractère volcanique de la victime soit à l'origine du meurtre ? Ma mère avait le sang chaud, c'était une latine. Quand elle avait quelque chose à dire, elle ne mâchait pas ses mots. C'est en compagnie de Jean-Marc Bloch, ancien patron de la PJ de Versailles, et de Negar Haeri, avocate pénaliste, que nous allons revenir sur cette affaire. Nous sommes dans le 15e arrondissement de Paris, sur la rive gauche de la Seine. C'est ici que le 13 décembre 2011, Michel Laforge, une femme de 62 ans, apparemment sans histoire, a été retrouvée morte dans sa baignoire. Les premiers secours ont tout d'abord pensé qu'elle s'était suicidée, mais la brigade criminelle de Paris a vite établi qu'il s'agissait d'un meurtre. Dans cette enquête, la femme de ménage de la victime a été suspectée avant d'être finalement innocentée. Depuis, l'identité du tueur de Michel Laforge reste un mystère. Retour sur une affaire qui demeure à ce jour non élucidée. C'est l'heure du déjeuner ce mardi 13 décembre 2011, dans le 15e arrondissement de Paris. Hervé Laforge, un vétérinaire de 61 ans, a terminé ses consultations du matin. Il quitte sa clinique de la rue Saint-Charles pour rejoindre une brasserie dans laquelle il a ses habitudes. Et il avait un rendez-vous avec sa femme, Michel Laforge, au restaurant Les Bistrots Champêtres pour déjeuner vers 13h. Il attend sa femme et, complètement par hasard, il y a un ami qui l'appelle, qui a l'habitude de déjeuner dans le coin et qui vient se joindre à M. Hervé Laforge. Les deux hommes boivent un verre en attendant Michel Laforge. Mais l'heure tourne et l'épouse du vétérinaire n'arrive toujours pas. Pourtant, la boutique d'accessoires pour animaux qu'elle dirige n'est située qu'à une centaine de mètres. Persuadée qu'elle ne va plus tarder, les deux amis passent commande. Hervé Laforge n'a pas d'inquiétude particulière, jusqu'à ce que, appelant son épouse sur son téléphone portable, elle ne réponde pas. Pourquoi Michel Laforge ne répond-elle pas aux appels ? Son silence est très inhabituel. D'ordinaire, elle contacte son mari plusieurs fois par jour, voire même plusieurs fois par heure. À 14h30, Hervé Laforge reçoit un coup de téléphone qui provient du magasin de sa femme. Mais au bout du fil, c'est la jeune vendeuse qui s'étonne de ne pas avoir vu Michel Laforge de la matinée. Et c'est là qu'il commence réellement à s'inquiéter face à ce silence qui devient assourdissant. À 62 ans, Michel Laforge est d'une santé fragile. Son mari craint donc immédiatement qu'elle ait fait un malaise à leur domicile. Elle avait des problèmes de hanche, elle avait été opérée. Donc Michel Laforge est une femme qui est susceptible de perdre très rapidement l'équilibre, à un point tel qu'elle serait bien incapable de se relever d'elle-même. Hervé Laforge et son ami écourtent leur déjeuner et quittent le restaurant un peu avant 15h. Ils n'ont que 400 mètres à parcourir pour rejoindre l'appartement, situé rue Ginoux. Lorsque M. Hervé Laforge arrive dans son appartement, il est formel. Il dit qu'il ouvre la porte qui est fermée à clé. En pénétrant dans l'appartement, le vétérinaire constate que les clés de sa femme sont enfoncées dans la serrure. Il pense alors que son épouse est là. Il appelle sa femme, bien évidemment, il n'a pas de réponse. Hervé Laforge passe de pièce en pièce. Michel n'est pas dans le salon, pas dans la cuisine, pas dans la chambre. Le vétérinaire pousse alors la porte de la salle de bain. Et il découvre le corps de son épouse qui baigne dans son sang dans la baignoire, remplie à moitié d'eau. Et là, tout s'effondre. À demi vêtu, Michel Laforge est allongé sur le dos, inerte.
Cette vision est insoutenable pour son époux qui partage sa vie depuis près de 17 ans. Hervé Laforge ne peut que constater le décès de sa femme. Il va penser assez rapidement au suicide, puisqu'il voit qu'il y a dans l'eau un sèche-cheveux qui est branché au secteur. Effondré, Hervé Laforge se dit que sa femme a mis fin à ses jours. Il ne peut croire à un accident, car il sait qu'elle ne prend jamais de bain. L'ami d'Hervé Laforge, qui a assisté à la découverte du corps, descend alerter le gardien de l'immeuble et le charge de prévenir les secours. Ce dernier appelle tour à tour le commissariat du 15e arrondissement, le SAMU et les pompiers. Pendant ce temps, Hervé Laforge, le mari de la victime, attend dans l'appartement. À 15h28, les pompiers de la caserne Grenelle sont dépêchés sur place. Ils savent déjà que la victime gît dans une baignoire et qu'il y a dans l'eau un sèche-cheveux branché. Ils doivent donc, avant d'intervenir, écarter tout risque d'électrocution. Lors d'intervention des pompiers, et ils connaissent très bien la procédure, ils arrivent, la première des choses, ils coupent le secteur, ils coupent les disjoncteurs et ils coupent le disjoncteur général. Après, ils ont aussi une obligation de mettre une perche pour vérifier qu'il n'y a pas de tension dans la baignoire. À l'aide d'une perche munie d'une diode, les pompiers sondent l'eau du bain pour détecter la présence d'un influx électrique. Le test s'avère négatif. Le danger écarté, le médecin du SAMU qui vient d'arriver se penche sur le corps de Michel Laforge et confirme qu'il n'y a plus rien à faire. La victime est décédée. Par mesure de précaution, les pompiers prennent l'initiative d'extraire le sèche-cheveux de l'eau. Or, Michel Laforge tient encore dans sa main droite recroquevillé le cordon d'alimentation de l'appareil. Et l'un et l'autre, ils sont deux pompiers, font état d'une rigidité cadavérique à ce moment-là, à un point tel que l'un d'eux a déclaré avoir dû défaire le fil du sèche-cheveux qui était imbriqué dans les doigts de Michel Laforge. Il a dû donc manipuler chaque doigt pour que le fil puisse en être extrait. Pour les secouristes, cette crispation est caractéristique du phénomène d'électrocution. La première réaction des pompiers, c'est de penser à un suicide. Et l'un d'eux insiste parce qu'il a vécu dans sa carrière une scène identique quelques années auparavant. Il est donc immédiatement convaincu qu'il s'agit d'un suicide par électrocution, constatant la présence du sèche-cheveux dans la baignoire. Les premiers secours, comme le mari de la victime, ont le sentiment que Michel Laforge a mis fin à ses jours. Les policiers du 15e arrondissement alertent alors le vice-procureur de permanence qui se transporte sur les lieux. Ce magistrat saisit immédiatement la brigade criminelle de Paris. À 19h50, les policiers du 36 quai des Orfèvres arrivent sur place, accompagnés des techniciens de l'identité judiciaire. Les premières constatations débutent. En entrant dans l'appartement, les policiers notent la présence sur le sol de plusieurs petites traces. Leur forme ronde laisse penser qu'il s'agit peut-être d'empreintes laissées par le chat des Laforge. Mais après vérification, le chat a les pattes et le pelage propre. Les techniciens rejoignent ensuite la salle de bain. Le corps de Madame Laforge est positionné dans cette baignoire d'une façon très particulière. Elle a la tête complètement immergée dans l'eau, les jambes croisées au niveau des chevilles. Elle est habillée à moitié, puisqu'elle a un pantalon en cuir, elle a son soutien-gorge qui est remonté au-dessus des seins. La tête de Michel Laforge est située sous le robinet de la baignoire. Ses jambes sont repliées et ses genoux sortent de l'eau. Ses bras reposent sur son ventre et sa poitrine. Elle porte des bijoux fantaisie au poignet, son alliance, sa montre, mais une seule boucle d'oreille à l'oreille droite. Aucune trace de lutte n'est constatée par les techniciens de l'identité judiciaire. Ils vont trouver par terre la boucle d'oreille manquante de madame. Il y a également une petite bassine qui contient du linge de Madame Laforge. Les enquêteurs trouvent le sèche-cheveux dans le lavabo, à l'endroit même où les pompiers l'ont déposé après l'avoir sorti de l'eau. L'objet est placé sous scellé et envoyé en analyse. Le corps est extrait de la baignoire.
Lorsqu'ils sortent le corps de Michel Laforge, ils vont faire une découverte assez intéressante, c'est qu'au niveau de la tête, derrière, il y a quand même une blessure assez importante, puisqu'elle fait 4 cm, elle est assez profonde. Cette plaie est sans doute à l'origine de la coloration rouge de l'eau. Des traces de sang sont d'ailleurs relevées sur le robinet de la baignoire. Est-il possible que Michel Laforge se soit blessé en heurtant le bec verseur du robinet? Un prélèvement de l'eau du bain est effectué. Son analyse n'apportera aucun élément. Lorsqu'on va vider la baignoire, une fois que le corps a été extrait, il y a une découverte assez intéressante également, puisque au fond de la baignoire, il va y avoir une brosse à cheveux. À cet instant, rien ne permet de déterminer pourquoi et comment cette brosse à cheveux s'est retrouvée au fond de la baignoire, sous le corps de Michel Laforge. Les policiers étendent ensuite leur constatation au reste de l'appartement. Dans la chambre du couple, le lit est défait. Une paire de collants est posée sur les draps. L'attention des policiers se porte alors sur des photographies étonnantes. Donc des photographies de l'enterrement de la mère de Michel Laforge, que Hervé Laforge n'a pas vu le matin même. Mais pourquoi Michel Laforge aurait-elle exposé les photos de sa mère sur son lit de mort? Dans le salon, un autre document macabre est découvert par les enquêteurs. Un descriptif des démarches à suivre en cas de décès d'un proche. Est-il possible que Michel Laforge ait laissé ses instructions à destination de son mari? Ensuite, il n'y a pas grand-chose d'autre. Il n'y a pas de mots de la part de Madame Laforge qui expliquerait un geste quelconque. Son mari est abasourdi. Le matin même, lorsqu'il a quitté son domicile aux alentours de 8h45, il n'a rien remarqué d'inhabituel dans l'attitude de sa femme. Les policiers décident de saisir l'ordinateur de la victime. Puis ils inscrivent sur leur rapport qu'il n'y a dans l'appartement aucune trace d'effraction. Sachant qu'il n'y a pas de trace d'effraction, ils s'intéressent aux personnes qui ont les clés. Il y a a priori 4 jeux de clés. Un jeu de clés pour chacun du couple Laforge, un jeu de clés qui est dans les mains de la femme de ménage et un jeu de clés qui reste là pour les petits-enfants quand ils viennent. Jeu de clés qu'on retrouvera. Le trousseau de clés dédié aux 2 petits-fils du couple Laforge est en effet retrouvé dans un tiroir de la cuisine. Quant au 4e et dernier jeu de clés, il est en possession de Lamia, la femme de ménage. Lamia est interrogée à ce moment-là par les policiers et elle expliquera qu'elle n'est pas venue ce jour-là, qu'elle était malade et qu'elle avait eu la veille au téléphone Madame Laforge et qu'à ce moment-là, à cette occasion, elle lui avait dit qu'elle ne viendrait pas ce jour-là. Les policiers découvrent dans le bureau un carnet où Michel Laforge note les dates de travail de Lamia. Sa dernière venue remonte bien au vendredi précédent, soit 4 jours avant le drame. Les policiers terminent leur constatation. Tous les ingrédients habituels, tous les indices permettant d'établir un comportement violent, un échange de coups, bref, tout ceci n'existe pas. Ni trace de cambriolage, ni trace de violence. À 1h du matin, les enquêteurs de la brigade criminelle et les techniciens de l'identité judiciaire quittent les lieux. L'appartement est placé sous scellé et Hervé Laforge part dormir dans la chambre de repos de sa clinique vétérinaire, persuadé que sa femme s'est suicidée. Jean-Marc, vous avez travaillé au 36 quai des Orfèvres. Est-il courant que les policiers de la brigade criminelle soient appelés à faire des constatations sur une scène qui a été qualifiée de suicide par les premiers secours? Non, les choses ne se passent pas exactement comme ça. En réalité, ça se passe en plusieurs étapes. Quand les secours interviennent par exemple dans un appartement et découvrent un décès qui leur paraît suspect, ils préviennent obligatoirement les services de police, le commissariat le plus proche. Le commissariat se déplace et à son tour avise le procureur de la République qui, en fonction des éléments qu'on lui communique, saisit le service qui lui paraît le plus adapté pour mener l'enquête. Là, dans cette affaire, si le vice-procureur saisit la brigade criminelle, c'est qu'il pense qu'il pourrait s'agir d'un homicide. Et qu'importe la conviction des pompiers qui, se fondant sur leur propre expérience, pensent qu'il s'agit d'un suicide. Les policiers, eux, et c'est leur métier, vont envisager toutes les hypothèses. Les techniciens de l'identité judiciaire ont fait tous les prélèvements nécessaires et les enquêteurs de la brigade criminelle ont fouillé et investigué tout l'appartement à la recherche du moindre indice. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces premières constatations? Les enquêteurs ont relevé tous les éléments qui leur semblent poser problème. Et bien qu'ils ne trouvent aucun indice qui permette d'affirmer qu'un tiers se trouvait dans l'appartement, ils constatent un certain nombre de choses qui permettent de mettre en doute l'hypothèse du suicide.
Premièrement, que faisait cette brosse à cheveux sous le corps de la victime au fond de la baignoire? On imagine mal Michel Laforge tentant de se suicider, une brosse à cheveux dans une main et un sèche-cheveux dans l'autre. Deuxièmement, tant cette boucle d'oreille manquante que le soutien-gorge relevé au-dessus des seins peut faire penser à une manipulation du corps, donc à l'intervention d'un tiers. Et que pensez-vous de ces photos retrouvées dans la chambre et du document relatif aux démarches à suivre en cas de décès? A priori, ces éléments font plutôt penser à un suicide. Non, pas nécessairement. Je trouve que cette exposition est presque trop démonstrative. Il y a un côté mise en scène assez curieux. Lorsque les policiers de la brigade criminelle sont arrivés dans l'appartement à 19h50, cela faisait déjà plus de 4 heures que le corps avait été découvert et que les différents services de secours étaient intervenus. Les lieux avaient donc été pollués. Est-ce que c'est problématique? Bien sûr, mais c'est le cas dans de nombreuses affaires. On ne peut pas demander aux services de secours de ne rien faire. Il faut bien qu'ils constatent le décès, s'assurent de la réalité du décès et s'assurent également qu'il n'y a plus rien à tenter. Alors ce qu'on peut reprocher aux pompiers dans cette affaire, c'est d'avoir retiré ce sèche-cheveux des mains de la victime avant qu'une photo n'ait été prise. Une photo aurait en effet permis de voir la scène dans son ensemble, la victime dans la baignoire, le sèche-cheveux à la main, ça aurait été plus parlant. À ce stade de l'enquête, il n'y a aucune certitude. S'agit-il d'un suicide, d'un accident ou pourquoi pas d'un homicide? La brigade criminelle va maintenant chercher à dresser le portrait de Michel Laforge. Les policiers veulent tout savoir de la victime pour tenter de comprendre dans quelles circonstances son décès a eu lieu. Dès les premières heures de l'enquête, l'étude de la boîte mail de Michel Laforge apporte aux enquêteurs un élément troublant. Le matin du drame, à 9h14, un courriel intitulé « Suicide » lui est adressé. Elle le reçoit d'amis, semble-t-il, avec lesquels elle partage une espèce de philosophie à caractère ésotérique. Plusieurs détails dans ce message retiennent l'attention des policiers. L'entête et la signature sont codées. Il s'agit en réalité d'initiales utilisées entre francs-maçons. Mes très chers frères et sœurs, chaque lettre étant doublée lorsque l'on s'adresse à plusieurs membres. Michel Laforge appartenait donc à une loge maçonnique. Concernant son engagement à la franc-maçonnerie, je pense qu'il était sincère, j'en suis sûre d'ailleurs. Elle appréciait beaucoup de pouvoir débattre de sujets de société, cette proposition philosophique. Elle était sérieuse et elle avait noué de solides amitiés. Ce courriel est loin d'être une incitation au suicide. Bien au contraire. Il y est question de culpabilité qu'on éprouve quand un proche se suicide, de l'aide à accorder aux plus fragiles avant qu'ils ne passent à l'acte. Le contenu de ce mail est très spécifique puisqu'il fait référence justement à un frère de la loge qui était décédé. Les policiers cherchent à comprendre pourquoi Michel Laforge a exposé les photos des funérailles de sa mère, décédée 4 ans plus tôt. Comment a-t-elle vécu ce deuil? Quand elle a vu ma mère vieillir, c'était très douloureux pour elle. Parce que quand on voit ses parents vieillir, on sait que nous, on va vieillir et forcément, on s'identifie à la personne de même sexe. À 62 ans, Michel Laforge supportait mal de vieillir. En auditionnant ses proches, les enquêteurs de la brigade criminelle apprennent qu'elle rencontrait des problèmes de santé lourds et handicapants. Maman était une battante, elle était courageuse, mais à la fin de sa vie, elle avait de graves problèmes de santé. Elle faisait tous les 15 jours une dialyse. Et puis, elle rencontrait des problèmes locomoteurs importants, des troubles de la marche, elle avait des problèmes de hanches. La perspective de perdre son autonomie aurait-elle poussé Michel Laforge au suicide? C'est impossible, c'est juste impossible. C'est même pas envisageable. Elle avait une telle volonté que même souffrant ou ayant une certaine douleur, elle ne laissait rien paraître. Vraiment. Au fil des auditions, les proches de Michel Laforge dressent en effet le portrait d'une femme pleine de vie. Elle était gaie, très très gaie, drôle. Et une chose qui nous sépare vraiment, c'est son apparence physique. Elle était absolument rayonnante et elle en jouait, elle adorait ça, etc. Bon, voilà, donc elle a eu pas mal d'aventures, contrairement à moi qui n'en ai eu que très peu. Ma maman était une femme très drôle, très gaie. Elle adorait rire et elle avait un rire inimitable. Elle adorait la vie, elle était pleine de vie.
Et puis toujours un petit peu à la limite de l'interdit, oser les interdits, tout ça, c'était drôle. Michel Laforge a toujours choisi sa vie sans se préoccuper du regard des autres. Donc l'école ne l'intéressait pas trop, donc elle s'est lancée dans la coiffure et ça avait l'air de très très bien marcher. Et puis après, elle s'est trouvée enceinte donc, de Virginie, elle devait se marier, elle ne s'est pas mariée. Mère célibataire, elle confie l'éducation de sa fille à ses parents, le temps de se construire un avenir solide. Elle avait une certaine ambition et elle a tout fait pour arriver à ce qu'elle voulait. Elle vivait avec une personne qui possédait une galerie d'art africain, au cœur de Paris d'ailleurs. Et ensuite, elle a vécu de ça, du marché de l'art. En 1994, à 46 ans, elle épouse Hervé Laforge, un vétérinaire de renom. À l'époque, cet éminent spécialiste de l'ophtalmologie féline dirige l'une des cliniques vétérinaires les plus en vue de la capitale. Michel Laforge quitte alors le monde de l'art pour tenir une boutique d'accessoires pour animaux. Ils s'étaient rencontrés sur une péniche. Il y avait une fête parisienne et ils se sont mariés très rapidement. Et oui, je pense qu'ils étaient heureux. Pour elle, c'était un bon mariage. Elle était très contente, très heureuse. C'était pour elle la vie rêvée, absolument la vie rêvée. Le couple brillait, ils voyageaient, ils recevaient. C'était plutôt un couple gay. Les policiers connaissent maintenant le parcours de vie de Michel Laforge. Et il apparaît que seul son mari semble croire à son suicide. Le lendemain de la mort de Michel Laforge, le 14 décembre 2011, son corps est autopsié à l'Institut médico-légal de Paris. Négar, qui décide de cet acte d'enquête et est-ce systématique en cas de mort violente ? Quand la cause du décès ne peut être établie avec certitude, et en général c'est le cas pour les morts violentes comme le suicide ou l'accident, une autopsie peut être demandée. Et dans notre affaire, comme on se trouve au début de la procédure, dans le cadre de l'enquête qui est dirigée par le procureur de la République, c'est ce dernier qui en fait la demande. Quand on perd un proche dans ces circonstances, c'est bien évidemment terrible. Apprendre ensuite qu'une autopsie va être pratiquée est souvent intolérable. Est-ce que les familles des victimes peuvent s'opposer à l'autopsie ? L'autopsie judiciaire, c'est un acte d'investigation qui est utile à la manifestation de la vérité. Donc malheureusement, les familles ne peuvent pas s'y opposer. En revanche, parce que c'est une mesure qui est évidemment extrêmement douloureuse pour elles, la procédure pénale réglemente l'autopsie en imposant par exemple que le corps soit restitué dans les meilleurs délais, avec la meilleure restauration possible, et que les familles puissent y avoir accès avant la mise en bière dans des conditions garantissant le respect et la dignité. Et en général, les familles finissent par comprendre que l'autopsie est un acte d'investigation nécessaire. Dans notre affaire, le médecin légiste doit déterminer les causes et les circonstances du décès de Michel Laforge. Les policiers de la brigade criminelle de Paris espèrent que l'autopsie pourra établir avec certitude s'il y a ou non une origine criminelle au décès. L'autopsie débute par un examen externe du corps. Le médecin légiste note la présence de 5 hématomes sur les bras de la victime. Il précise que ces ecchymoses sont contemporaines de la mort et compatibles avec des heurts contre des surfaces planes. Il n'y a aucune trace de défense sur les mains. Le médecin s'intéresse ensuite à la tête de la victime. On va noter à l'arrière du crâne une plaie contuse, qui a saigné d'ailleurs, qui est attribuable, comme toutes les plaies contuses, soit à un coup donné, soit à un choc du corps tombant sur un objet pouvant être contondant. De la robinetterie par exemple. Aucune autre plaie n'est visible sur le corps. Le légiste termine son examen externe en notant que le visage, les ongles et les membres de la victime présentent des marques de cyanose. Ce sont des éléments qui vont indiquer et faire penser qu'il y a eu une insuffisance respiratoire. En étudiant les poumons de la victime, le légiste va découvrir la cause de l'asphyxie. La présence d'eau dans ses organes prouve que Michel Laforge est morte noyée. Alors, les causes de la mort là, sont liées à une noyade, puisqu'il y a une inhalation de cette eau qui va remplir les voies respiratoires. Le médecin de l'Institut médico-légal de Paris ajoute qu'il n'y a aucune trace d'électrocution sur le corps. Mais attention, cela ne veut pas dire que le sèche-cheveux n'a pas joué de rôle dans le décès. Il n'est pas impossible que la victime ait reçu un choc électrique. Un choc suffisamment violent pour provoquer une secousse et une projection en arrière.
C'est peut-être à ce moment-là que Michel Laforge s'est cogné la tête au robinet avant de se noyer. Seules des analyses de sang effectuées immédiatement après le décès auraient permis de déterminer avec certitude si Michel Laforge a ou non reçu un choc électrique. Ce sont des dosages d'enzymes musculaires. Ces enzymes musculaires, lorsqu'il y a des convulsions, lorsqu'il y a des trépidations liées au courant électrique, vont être élevées, vont bien traduire cette électrification. Aucun prélèvement de sang n'a été effectué lors de la découverte du corps de Michel Laforge. Il sera donc toujours impossible de savoir si elle a été électrisée avant de se noyer. Jean-Marc, l'autopsie ne permet pas de déterminer avec certitude les circonstances du décès. Une seule chose est sûre, Michel Laforge était encore vivante en entrant dans la baignoire, comme le prouve la présence d'eau dans ses poumons. Oui, ça arrive de temps en temps. L'autopsie ne permet pas de répondre à cette question essentielle. La mort est-elle ou non d'origine criminelle? C'est peu satisfaisant pour les juges, pour les enquêteurs. Ça va compliquer leur travail. Mais l'autopsie n'est qu'une expertise, un acte d'enquête parmi d'autres, un acte d'enquête qui n'est pas infaillible. Et on le sait, il ne faut pas tout en attendre. À ce stade de l'enquête, les policiers n'ont donc aucune certitude. Ils envisagent deux scénarios, celui du suicide et celui de l'homicide. Évoquons tout d'abord l'hypothèse du suicide. Selon vous, comment dans ce cas les choses se seraient-elles passées ? On peut imaginer que ce matin-là, Michel Laforge, désespérée, s'enferme dans son appartement. Elle étale un certain nombre de documents sur son lit. Elle se fait couler un bain. Une fois dans la baignoire, elle prend le sèche-cheveux qui était posé sur le lavabo, branché. Elle reçoit une décharge électrique. Sous le choc, elle se cogne, elle a un malaise et elle se noie. Mais franchement, est-ce que vous croyez au suicide ? Il y a un élément qui me fait douter, c'est le fait qu'on retrouve Michel Laforge à moitié habillé dans sa baignoire. J'ai du mal à croire qu'elle ait commencé à s'habiller avant de se suicider. Seconde hypothèse, celle de l'intervention d'un tiers. Jean-Marc, comment dans ce cas le meurtre se serait-il déroulé ? À ce stade de l'enquête, c'est impossible de répondre à cette question. Aucun élément ne permet de savoir dans quelle pièce de l'appartement Michel Laforge a été agressé. On ne sait pas si un objet a été utilisé pour la frapper. On ne sait pas si simplement elle a été poussée et s'est blessée en tombant. Une seule certitude, son meurtrier a cherché à maquiller son acte en suicide. Pour savoir ce qu'il s'est réellement passé, il reste aux enquêteurs de nombreuses investigations à mener. Les policiers de la brigade criminelle décident alors de retourner dans l'appartement de Michel Laforge. Le 22 décembre 2011, 9 jours après les faits, les policiers reviennent sur les lieux du drame, en présence du mari de la victime. Hervé Laforge constate qu'une boîte à bijoux qui, habituellement, est installée dans la salle de bain, a changé de place. On la retrouve dans le salon, mais cette fois-ci vide de tout objet. Tous les bijoux de valeur ont disparu. La boîte qui contenait ces bijoux est placée sous scellé. Hervé Laforge va alors faire une autre découverte essentielle à l'enquête. En fouillant dans les tiroirs de son bureau, il remarque qu'une enveloppe contenant environ 3 000 € en liquide s'est également volatilisée. Il s'agissait des économies du couple destinées à acheter leur cadeau de Noël. À partir de ce moment-là, les services de police changent leur fusil d'épaule. Ils considèrent à cet instant qu'il y a un tiers qui est intervenu, puisqu'il y a des bijoux qui ont disparu, c'est qu'il y a un vol. Et si quelqu'un a volé dans cet appartement, c'est certainement qu'il l'a aussi tué. L'hypothèse d'un meurtre lors d'un cambriolage qui a mal tourné commence à germer dans l'esprit des enquêteurs de la brigade criminelle. La première chose à laquelle j'ai pensé, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et elle était là toujours avec ses bijoux, ses belles choses et tout ça. Quelqu'un l'a vue ou quelqu'un est rentré chez elle et boum, voilà. Ça a été tout de suite la première chose à laquelle j'ai pensé. Le 5 janvier 2012, soit 3 semaines après les faits, les techniciens de l'identité judiciaire investissent une nouvelle fois l'appartement des Laforge. Leur mission, tenter de révéler les traces d'une agression. Alors on pense crime, on pense fatalement sang. Et à ce moment-là, on a recours à un certain nombre de procédés. Et le plus célèbre maintenant, c'est le Blue Star qui permet, en réagissant sur l'hémoglobine du sang, de faire apparaître des traces de sang qui ont été nettoyées. Et même des traces de sang qui ont pu être nettoyées avec le plus grand soin.
L'appartement est plongé dans le noir et un révélateur de sang à base de luminol est pulvérisé dans les différentes pièces. Sous la lampe ultraviolet, plusieurs traces apparaissent. Au niveau de l'entrée, il va y avoir des traces qui vont réagir de façon positive. Sur un sac de golf, sous les sacs de golf, mais également dans les rainures du parquet de l'entrée. Le sol et les murs de l'entrée présentent de nombreuses taches, de tailles et de formes différentes. Ces traces, qui semblent avoir été nettoyées, sont prélevées en vue d'analyse ADN. Les experts passent ensuite dans la cuisine. Dans l'évier de la cuisine, il va y avoir une réaction positive. Sous l'évier, le Blue Star met en évidence différentes taches sur un spray ménager et sur une petite raclette lave-glace. Dans le couloir, plusieurs traces apparaissent. Elles ressemblent à des traînées et à des pas. Sur un meuble du couloir, les experts découvrent un chandelier. Plusieurs taches sont révélées sur cet objet en métal blanc. Bien évidemment, tous les objets qui ont réagi positivement au test vont faire l'objet des prélèvements par les enquêteurs pour analyser plus en détail, pour savoir si oui ou non ces traces qui réagissent positivement au test sont du sang ou pas. Les techniciens de scène de crime terminent leurs investigations par la salle de bain. Des réactions positives sont observées sur le sol et le lavabo. En conclusion, les experts notent que les traces sont plus nombreuses dans l'entrée. Un premier scénario criminel peut être ébauché. Les policiers partiront du principe que l'altercation commence dans l'entrée, qu'il va y avoir une bousculade dans l'entrée. C'est dans ce début d'agression que Michel Laforge a dû être blessé. Peut-être avec le chandelier. Elle a été frappée par un objet contondant puisqu'il a cette trace, cette blessure derrière la tête. Ensuite, Madame Laforge aurait été traînée jusque dans la salle de bain. L'auteur aurait alors eu l'idée de maquiller son crime en suicide. Ensuite, il aurait tenté d'effacer les traces de sang. Il y a quand même des traces de sang dans l'évier, ce qui pourrait laisser à penser qu'en tout cas on s'est lavé les mains dans l'évier de la cuisine. Cette nouvelle visite de l'appartement est un tournant dans l'enquête. Les policiers de la brigade criminelle savent maintenant que Michel Laforge a été tué. Et ils attendent avec impatience les résultats du laboratoire chargé d'analyser les prélèvements de sang et les différents scellés. Les analyses des prélèvements effectués sur les taches révélées dans l'appartement ont permis d'isoler l'ADN de Michel Laforge. On sait donc avec certitude qu'elle a été agressée dans l'entrée et que son corps a ensuite été déplacé dans la salle de bain. Pour les policiers, la séquence criminelle s'est donc déroulée en 2 temps. Oui, et je dirais même en 3 temps, Arnaud. Le premier temps, c'est l'agression dans l'entrée. Deuxième temps, le transport du corps dans la salle de bain. Et le troisième temps, Arnaud, c'est le vol. Les bijoux de Michel Laforge ont été volés, et puis une enveloppe contenant une somme relativement importante d'argent a également disparu. Aux yeux des enquêteurs, l'arme du crime pourrait être le chandelier en métal, celui-ci ayant réagi au Blue Star. Mais étrangement, les analyses ont révélé qu'il n'y avait pas de sang sur cet objet. Comment peut-on l'expliquer, Jean-Marc ? C'est ce qu'on appelle un faux positif. Le Blue Star ou luminol, c'est la même chose, réagit de la même manière au contact du sang et au contact de l'eau de Javel. Si les experts n'ont pas trouvé de sang sur ce chandelier, c'est qu'il a été lavé à un moment ou à un autre avec de l'eau de Javel, ce qui n'exclut donc pas qu'il puisse s'agir de l'arme du crime. Est-ce que vous pensez, comme les enquêteurs, que l'hypothèse du cambriolage qui a mal tourné est la bonne ? Quand il y a un vol et une agression mortelle, on fait nécessairement une corrélation entre les deux. Mais dans notre affaire, Arnaud, il s'agit d'un homicide qui a été camouflé en suicide avec une mise en scène très élaborée. Laver l'appartement, remplir la baignoire d'eau, ça prend beaucoup de temps. Non, il ne s'agit pas d'un cambriolage qui a dégénéré. Quand un cambriolage dégénère, les cambrioleurs n'ont qu'une idée en tête, c'est d'étaler le plus vite possible. D'autant plus que la mise en scène du suicide a également demandé de fouiller dans les papiers personnels de la victime pour trouver les photos et l'imprimer sur les obsèques. Oui, pour moi, ces photos n'ont pu être choisies que par quelqu'un qui connaissait la victime, qui connaissait bien sa vie intime, qui connaissait sa tristesse d'avoir perdu sa mère. C'est forcément quelqu'un de très proche. La priorité des enquêteurs est donc maintenant de déterminer avec le plus de précision possible quand Michel Laforge a été tué. Les policiers vont donc retracer son emploi du temps le matin du drame. En étudiant la téléphonie de la victime, les enquêteurs tentent de reconstituer son emploi du temps et d'identifier tous ses correspondants. À 9h20,
Michel Laforge reçoit l'appel d'une de ses amies qui réside à Aix-en-Provence. Elle raccroche 14 minutes plus tard. À 9h42, c'est Nathalie, une autre amie, qui la joint sur sa ligne fixe. Je l'ai eu au téléphone ce matin-là. On approchait donc des fêtes de Noël. Elle préparait son voyage. Elle devait me donner les coordonnées d'une personne. Donc voilà, on s'est appelé pour cela. À cet instant, rien dans l'attitude de Michel Laforge ne laisse imaginer le drame qui se profile. Elle allait très très bien, elle était bien sûr de bonne humeur, comme d'habitude. J'ai l'impression, oui, qu'elle était seule. En tous les cas, je n'ai pas entendu de bruit ou je n'ai pas entendu parler à quelqu'un. La conversation entre les deux amis s'achève à 9h48. Michel Laforge abrège la communication car elle a rendez-vous chez son esthéticienne à 10h30. Elle doit donc quitter son appartement aux alentours de 10h15. Elle prend toutefois le temps de passer un bref coup de fil à 10h03 vers un numéro de téléphone parisien, non identifié dans son répertoire. Elle va raccrocher aux alentours de 10h04. Donc, on sait qu'à 10h04, bien évidemment, Madame Laforge est toujours vivante et elle doit partir assez rapidement puisqu'elle a ses rendez-vous à 10h30. Les policiers apprennent que Michel Laforge n'a finalement pas été chez son esthéticienne. Ils savent aussi qu'elle a reçu à 10h32 un appel sur son portable, auquel elle n'a pas répondu. L'emploi du temps de Madame Laforge va permettre aux enquêteurs de situer le créneau de l'agression, puisqu'on sait, c'est une certitude qu'elle est vivante à 10h03, puisqu'elle est au téléphone, et on sait qu'elle ne répond plus à partir de 10h32. Donc, a priori, l'agression se passe entre 10h04 et 10h32. Que s'est-il passé ? Est-il possible que Michel Laforge ait été surprise par son agresseur au moment où elle quittait son appartement pour aller chez l'esthéticienne ? Auditionnée par la brigade criminelle, Nathalie, la dernière personne à avoir parlé avec Michel Laforge, se souvient d'un détail glissé au cours de leur conversation téléphonique. Il m'a dit, oui, j'ai préparé une surprise pour Hervé, il va être très content. J'ai organisé un déjeuner avec un vieil ami à nous, et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, et voilà. Michel Laforge avait donc prévu de déjeuner avec son mari, en compagnie d'un invité surprise. Mais qui est cet homme ? Aurait-il un lien avec le meurtre ? C'est en identifiant le dernier numéro composé par Michel Laforge à 10h03 que les policiers vont mettre un nom sur ce mystérieux convive. Il s'agit du directeur d'une galerie d'art située dans le 17e arrondissement de Paris. L'homme est aussitôt convoqué au 36 quai des Orfèvres. Il raconte que Michel Laforge lui a laissé un message à 10h03 pour confirmer leur rendez-vous à déjeuner. Quand il essaiera de la rappeler, elle ne répondra pas. Il viendra quand même sur place pour essayer de trouver le lieu du rendez-vous et essayer de les retrouver dans le quartier. Il ne les retrouvera jamais et il va repartir comme il est venu sans avoir justement ni fait la surprise à M. Laforge, ni pu rencontrer directement Michel Laforge. Le galériste est mis hors de cause par les enquêteurs. Les policiers poursuivent leurs investigations en auditionnant les voisins de Michel Laforge. Aucun d'eux ne se souvient l'avoir vu le matin de son agression. En revanche, certains témoignages apportent des éléments troublants. Certains voisins prétendent avoir entendu entre 12h et 14h des cris d'une femme qui hurlait. Et ils sont formels et ils s'accordent à dire qu'ils ont entendu des cris d'une femme suppliant et appelant au secours. Pourtant, les policiers ont la certitude que Michel Laforge a été agressé au moins 2 heures avant que les voisins n'entendent les cris. Leurs témoignages seront donc rapidement écartés de l'enquête. Cela fait maintenant près d'un mois que Michel Laforge est décédé et que les policiers de la brigade criminelle de Paris multiplient les investigations. Et pourtant, les gars, aucun juge d'instruction n'a encore été saisi du dossier. Comment l'expliquez-vous ? En matière criminelle, on a nécessairement 2 cadres d'investigation qui se suivent chronologiquement. D'abord, il y a l'enquête menée par le procureur de la République, et puis il y a l'instruction menée par le juge d'instruction. Tant que ce dernier n'a pas été saisi par le procureur de la République, les investigations se poursuivent dans le cadre de l'enquête menée par le procureur de la République. Et dans notre affaire, on est encore au tout début de la procédure et le procureur de la République a choisi, comme il en a la possibilité, de ne pas encore saisir le juge d'instruction. Pourquoi, selon vous, le procureur préfère-t-il travailler seul avec les policiers ?
Il y a un point commun principal entre ces deux cadres d'investigation, c'est la recherche de la vérité. Les actes d'investigation, qu'ils soient menés par le procureur de la République dans le cadre de l'enquête ou bien par le juge d'instruction dans le cadre de l'instruction, doivent idéalement aboutir à la vérité. Mais il y a une différence notable également, c'est que c'est seulement dans le cadre de l'instruction menée par le juge d'instruction qu'une personne suspecte peut être mise en examen et éventuellement placée en détention provisoire. Donc à partir du moment où le procureur de la République, lors de son enquête, découvre une personne suspecte, il se trouve limité dans la poursuite de ses investigations et doit passer le flambeau au juge d'instruction en le saisissant. Et dans notre affaire, n'ayant pas de suspect à ce stade de la procédure en vue, le procureur de la République a sans doute estimé qu'il pouvait continuer à superviser le travail des enquêteurs sous le régime de l'enquête. Les investigations se poursuivent. Les enquêteurs de la brigade criminelle de Paris vont maintenant s'attacher à vérifier les déclarations des proches de Michel Laforge. Ils vont étudier les alibis et traquer les incohérences. Et c'est ainsi qu'ils vont très rapidement découvrir une nouvelle piste qui va bouleverser l'enquête. Les policiers vont vérifier les déclarations des différents témoins en retraçant la localisation de leur téléphone portable le jour des faits. Et ils vont faire une découverte particulièrement intéressante concernant Lamia, la femme de ménage des Laforge. On va se rendre compte que le téléphone de Lamia va borner à 10h43 très près du domicile des époux Laforge. Le matin du meurtre, à 10h43, le portable de la femme de ménage des Laforge a activé une antenne relais située au 68 rue Saint-Charles, c'est-à-dire à 150 mètres de la scène de crime. Cette téléphonie va montrer qu'elle est dans le quartier. Ça ne va pas montrer qu'elle est à tel endroit ou à tel autre exactement, mais va montrer qu'elle est dans un périmètre qui approche le domicile de monsieur et madame Laforge. À 11h04, puis 11h08, Lamia passe 2 appels téléphoniques. Le bornage permet d'établir qu'elle est alors près de la station de métro Duplex. Les enquêteurs pensent qu'elle a dû ensuite prendre la ligne 6 pour rejoindre son domicile dans le 13e arrondissement de Paris. À partir de 11h33, son téléphone est localisé en effet près de son appartement. Au tout début de l'enquête, Lamia a expliqué qu'elle ne travaillait pas le jour du crime. Alors, pourquoi a-t-elle été dans le quartier des Laforges ? Les policiers convoquent la femme de ménage. Lamia avait effectivement expliqué à ce moment-là qu'elle est venue dans le 15e arrondissement, qu'elle y est venue pas pour travailler chez monsieur et madame Laforge, mais pour déposer des annonces proposant ses services pour faire des ménages chez d'autres gens. Les policiers la conduisent dans chacun des magasins où elle affirme être passée. Et il s'avère qu'aucun commerçant a le souvenir de l'avoir vue, et surtout on ne retrouve aucune trace de ces annonces qu'elle aurait déposées auprès des commerçants. Les enquêteurs ont maintenant le sentiment que Lamia leur ment depuis le début. Que leur cache-t-elle ? Qu'a-t-elle réellement fait le jour du meurtre ? Les policiers décident de laisser la femme de ménage quitter le 36 quai des Orfèvres, sans lui faire part de leurs soupçons. Ils veulent peaufiner leur dossier avant de la placer en garde à vue. Le 17 janvier 2012, soit près d'un mois après le meurtre, Lamia est interpellée chez elle à 6h du matin. Elle est immédiatement placée en garde à vue. Les policiers lui demandent de vider ses poches et procèdent à la fouille de son sac à main. Et à ce moment-là, ils vont se rendre compte qu'elle a une carte d'un magasin qui vend de l'or, qui rachète des bijoux, qui paye en espèces d'ailleurs ces bijoux. Pourquoi la femme de ménage s'intéresse-t-elle à cette boutique ? Les enquêteurs pensent immédiatement aux bijoux volés chez Michel Laforge le jour du meurtre. Les policiers vont immédiatement dépêcher une équipe qui va aller sur place et ils vont se rendre compte que Lamia y est passée à 14h le jour de la mort de Michel Laforge, avec des bijoux. Avant. Le registre des achats du magasin atteste que quelques heures seulement après le meurtre de Michel Laforge, Lamia a vendu 40 grammes de bijoux en or. La coïncidence est plus que troublante. Lamia va essayer de se dédouaner à ce moment-là pour considérer, en expliquant que c'est pas les bijoux de sa patronne, que c'est une erreur, que c'est les bijoux de sa fille, que d'ailleurs à aucun moment elle n'a volé les bijoux de Madame Laforge et qu'elle les a certainement pas vendus. Sous le feu des questions, la femme de ménage continue de nier. À 21h30, les policiers mettent fin aux auditions. Lamia est conduite en cellule pour se reposer. Le lendemain matin, sa garde à vue est prolongée et à 9h15, son interrogatoire reprend. La femme de ménage promet alors de dire la vérité, toute la vérité.
Elle va avouer qu'elle s'est bien rendue au domicile de Madame Laforge pour y travailler ce 13 décembre. Lamia dit être arrivée à l'appartement vers 10h30. Elle est venue normalement, comme c'était prévu, pour travailler, faire le ménage. Elle sait que c'est possible que Madame Laforge soit là, donc elle va sonner pour prévenir son arrivée, pour pas arriver dans une scène d'intimité qui la gênerait. Sans réponse, elle ouvre la porte avec son jeu de clés. Lamia se souvient avoir entendu en entrant le téléphone portable de Michel Laforge sonner dans le vide. Les policiers pensent qu'il s'agit de l'appel de 10h32. Elle voit le sac de Madame Laforge, du coup elle se dit Madame Laforge est présente et elle va appeler Madame Michel en faisant le tour de l'appartement pour qu'elle réponde, pour essayer de la retrouver. Lamia s'étonne du silence de sa patronne. Elle la cherche partout. Quand elle rentre dans cette salle de bain, elle voit une masse dans l'eau, immergée, qui est un corps. Lamia reconnaît immédiatement Michel Laforge. Elle déclare avoir eu peur, très peur. Mais elle ne va pas plus loin. Tétanisée, parce que la personne qui est dans la baignoire ne répond pas. La femme de ménage poursuit son récit devant les policiers, en décrivant son état de panique. Elle sort précipitamment de la salle de bain et fait le tour des chambres, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Et c'est là qu'elle aurait vu les bijoux posés sur la coiffeuse. Elle a pris les bijoux par pulsion, sans se poser aucune question de ce que ça peut avoir comme conséquence. À la fin de ses aveux, Lamia, pour seule explication, ajoute « Je ne sais pas ce qui m'a pris ». Ça brillait, j'étais comme une pie, je me suis servi. Les policiers veulent savoir pourquoi elle n'a pas appelé les secours, alors qu'elle ne pouvait avoir aucune certitude du décès de Michel Laforge. « J'avais peur que quelqu'un débarque et qu'ils disent que c'est moi qui ai fait ça », est la seule réponse de Lamia. Ensuite, elle va retourner dans son arrondissement. Elle va rentrer chez elle, s'occuper de ses enfants qui déjeunent là, avant d'aller vendre les bijoux et déposer l'argent sur son propre compte en banque. Lamia admet le vol des bijoux, mais elle refuse toute implication dans le meurtre. Les policiers poursuivent leurs interrogatoires jusqu'à 21h55. Mais la femme de ménage ne changera plus de version. À partir du moment où la garde à vue de Lamia va se terminer, la religion des policiers, comme du magistrat instructeur, va être faite. Le 19 janvier 2012, la femme de ménage est mise en examen pour des faits de vol, précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné la mort. Lamia est alors placée en détention provisoire à la maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis. Depuis sa cellule, Lamia clame son innocence, mais on l'a vu, Jean-Marc, le juge d'instruction et les enquêteurs de la brigade criminelle sont convaincus du contraire. Selon vous, quels sont les éléments qui incriminent la femme de ménage ? Eh bien, elle se trouve à l'intérieur de l'appartement, dans le créneau horaire pendant lequel le crime aurait été commis. Elle a les clés de cet appartement. Et puis, elle n'a pas cessé de mentir durant toute l'enquête. Elle a prétendu ne pas être présente ce jour-là. Elle a prétendu ne pas avoir volé les bijoux. Elle a prétendu ne pas avoir vendu les bijoux. Alors, devant cette accumulation de mensonges, le juge se dit qu'elle a quelque chose d'essentiel à cacher, qu'elle est impliquée dans le meurtre de sa patronne. Les policiers ont retrouvé dans le sac à main de la femme de ménage la carte du magasin dans lequel elle a vendu les bijoux. Pas très malin d'avoir gardé cet élément si incriminant. Non, ça donne vraiment l'impression que Lamia n'est pas la reine, la championne de la dissimulation. Et par conséquent, moi, ça me fait penser qu'elle n'a pas les capacités de maquiller une scène de crime en scène de suicide avec autant de soin, de sophistication que ça a été fait. Mais vous savez, Arnaud, même les malfaiteurs les plus chevronnés, les plus endurcis commettent parfois, et c'est tant mieux pour nous, de graves, de lourdes erreurs. Lamia dit être arrivée vers 10h30 chez les Laforge. Elle déclare même avoir entendu le téléphone de sa patronne sonner à 10h32. À 11h04, elle passe un coup de téléphone tout près de la station de métro Duplex, c'est-à-dire à 5 minutes à pied du domicile des Laforge. Est-ce que vous pensez, Jean-Marc, qu'elle aurait eu le temps de se disputer avec Michel Laforge, de la tuer, de tout mettre en scène pour faire croire à un suicide, et enfin de nettoyer méticuleusement ce qui devait l'être en à peine une demi-heure de temps? C'est effectivement très court si elle est arrivée à 10h30 comme elle le prétend.
Mais je vous rappelle, Arnaud, que la dernière manifestation de vie de Michel Laforge remonte à 10h04. C'est la fin du dernier coup de fil qu'elle passe. Or, rien ne dit que Lamia n'est pas arrivée quelques minutes après ce coup de fil. Le temps disponible n'est donc plus d'une demi-heure, mais d'une heure. Et là, ça change tout, c'est pas du tout la même chose. À la recherche de preuves, les enquêteurs de la brigade criminelle passent au crible la personnalité de Lamia. Ils fouillent sa vie et entendent ses proches. À 37 ans, Lamia a un casier judiciaire vierge et est totalement inconnue des services de police. Née en Tunisie, elle vit en France avec son mari depuis 15 ans et élève ses 5 enfants. Elle est allée très peu à l'école en Tunisie, du coup elle n'écrit pas le français, elle le parle, elle le comprend, voilà. Ensuite, elle n'a pas appris les bases, quoi. C'est vraiment de l'apprentissage du quotidien. C'est une femme qui a immigré pour retrouver une vie meilleure, qui va faire des ménages pour vivre, comme un peu un moyen d'émancipation sociale, un moyen d'émancipation du cadre familial et qui va s'attacher fortement à ce travail. Cela fait 4 mois que Lamia travaille chez les Laforge. Un emploi régulier, 2 fois par semaine, sans être déclarée. Lamia a toujours dit qu'elle avait des bonnes relations avec sa patronne et que ça se passait plutôt bien, qu'elle était contente. Les enquêteurs entendent les autres employeurs de Lamia. Et leurs témoignages vont assombrir ce portrait de mère de famille courageuse et respectable. Et tous vont dresser un portrait assez négatif de Lamia en disant qu'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas fiable, qui a l'habitude de voler, mais qui est capable aussi des stratagèmes pour obtenir des sommes d'argent de ses employeurs, des avances ou des amis. Et en réalité, elle ne rend jamais l'argent. Ce qui est confirmé par son propre mari qui dit qu'il est parfaitement au courant de cette opinion négative qu'il y a son entourage d'elle et qu'il confirme. Les policiers imaginent le scénario des faits. Ils vont considérer que Madame Laforge s'est rendue compte d'un des vols de Lamia et qu'à partir du moment où elle s'en est rendue compte, il y a eu une altercation ce jour-là. Une altercation, des coups, une victime inconsciente déposée dans la baignoire et un décès maquillé en suicide avant de nettoyer précautionneusement la scène de crime. Les policiers de la brigade criminelle sont certains de la culpabilité de Lamia. Ils n'ont pas encore de preuves matérielles. Ils attendent donc avec impatience les derniers résultats des analyses décelées. C'est alors que le rapport du laboratoire leur parvient. Aucune empreinte digitale ou génétique de la femme de ménage n'a pu être révélée, ni sur le sèche-cheveux, ni sur la boîte à bijoux, ni sur les photos macabres. Mais l'avocat de Lamia comprend vite que ces résultats négatifs ne changeront rien au cours de l'instruction. C'est glaçant. Un des enquêteurs nous explique qu'en fait, il n'y a pas de preuve matérielle, qu'effectivement, il n'y a pas son ADN, mais que ça ne peut être que elle pour une seule raison, qu'il y avait qu'elle sur les lieux et que ça ne peut être personne d'autre. Mais le 20 février 2012, un mois après la mise en examen de Lamia, une lettre anonyme arrive au 36 quai des Orfèvres. Ce courrier va bouleverser l'enquête. Le Corbeau dénonce un homme, un certain Christophe, qui était présent le 13 décembre chez Madame Laforge. Pour la défense de Lamia, cette nouvelle piste est un véritable espoir. Elle a vécu cette arrivée de cette lettre anonyme comme « Ah, enfin, on va avoir la vérité ». Rapidement, les policiers identifient l'homme mis en cause dans la lettre anonyme. C'est Christophe, en réalité, est quelqu'un qui est connu dans le 15e arrondissement, puisqu'il s'est intégré dans la bande des copains de M. Laforge. Il va se faire passer un peu pour un trader qui va proposer à l'ensemble des copains, donc y compris à M. Laforge, des placements financiers très juteux. Ce faux trader a escroqué plusieurs amis des Laforge. Mais ni Hervé, ni Michel Laforge n'ont cédé aux propositions trop alléchantes de cet homme. Et cette lettre va expliquer que le fameux Christophe était en présence le 13 décembre aux côtés de Lamia les jours des faits. Et donc, c'est une dénonciation pour dire qu'il y est pour quelque chose dans la mort de Madame Laforge. On va vérifier que l'escroc et Lamia se connaissent ou pas et on va se rendre compte que pas du tout, qu'ils n'ont aucun lien, qu'il n'y a eu aucun contact téléphonique, qu'à aucun moment leur téléphone borne au même endroit. Il n'y a aucun doute qu'ils n'ont pas de lien et qu'ils ne sont pas ensemble, en tout cas pas ensemble dans cet appartement ce jour-là. Les investigations menées sur cet individu n'apportent aucun élément permettant de le relier au meurtre. Manifestement, il a un alibi, manifestement, il n'était pas là à ce moment-là et en tout cas, il n'y a pas de doute sur le fait qu'il n'y est pour rien dans cette histoire.
Des empreintes digitales et un ADN féminin inconnu seront relevés sur le courrier, mais ne permettront pas d'identifier le corbeau. Voilà, un peu comme si les gens avaient utilisé la mort de Michel Laforge pour essayer de régler des comptes en dehors, pour histoire de compliquer un peu plus le dossier. Lamia continue de clamer son innocence. Je suis innocente, je ne l'ai pas tué. Je l'ai volé, mais je ne l'ai pas tué. La première fois que je la rencontre, la seule chose qu'elle me dit sur les faits, parce que je lui demande de se taire, parce que je veux lire le dossier, avant qu'elle me raconte son histoire, c'est « Maître, je vous promets, je l'ai volé, mais je ne l'ai pas tué. » Et elle ne changera pas de version. Son avocat ne cesse de répéter qu'il n'y a aucune preuve matérielle de sa culpabilité. Et pourtant, une ordonnance du juge d'instruction renvoie la femme de ménage devant la cour d'assises de Paris. Le 25 octobre 2014, près de 3 ans après les faits, Lamia comparaît devant la cour d'assises de Paris. Au terme de 5 jours d'audience, elle est condamnée à 18 ans de réclusion criminelle. Il n'y a pourtant, Jean-Marc, dans ce dossier, ni aveu, ni preuve matérielle de la culpabilité de la femme de ménage. Non, mais l'instruction a révélé toute une série de mensonges de la part de Lamia. Et les mensonges, ça pèse très lourd dans la tête des jurés devant une cour d'assises. Et puis il y a un autre élément essentiel, c'est que Lamia se trouvait dans l'appartement, dans le créneau horaire où le crime a été commis. Lors du procès, l'avocat de Lamia a insisté sur le fait qu'une maladie empêchait sa cliente de porter de lourdes charges. Il affirme qu'elle était dans l'incapacité physique de traîner puis de soulever le corps pour le mettre dans la baignoire, au risque de déclencher une grave hémorragie. Oui, il y a une chose regrettable dans cette affaire, c'est qu'aucune reconstitution n'a été organisée. Elle aurait permis de vérifier la réalité des dires des uns et des autres et de vérifier si Lamia pouvait ou non tirer le corps de sa patronne vers la salle de bain. Il y a un autre élément qui a joué en défaveur de Lamia, c'est qu'au moment de la découverte du corps, l'appartement était fermé à clé et qu'il n'y avait aucune trace d'effraction. Oui, selon Hervé Laforge, il y avait 4 trousseaux de clés. Le sien, avec lequel il a ouvert la porte, celui de sa femme qui se trouvait sur la serrure côté intérieur de l'appartement, celui de leurs petits-enfants qui se trouvaient à sa place dans un tiroir et celui de Lamia. Mais il faut toujours se méfier des déclarations spontanées de quelqu'un qui vient de découvrir le corps de sa femme. Il y a forcément un choc émotionnel très important et la mémoire peut être confuse. Il a pu se tromper en affirmant que cette porte était verrouillée. Très rapidement, après avoir été condamné, Lamia décide de faire appel de cette décision. Son second procès s'ouvre le 11 avril 2016 devant la cour d'assises de Bobigny. Cela fait plus de 4 ans que la mère de famille est incarcérée. 4 longues années pendant lesquelles elle n'a jamais cessé de se dire innocente. C'est une femme qui, tous les jours, vit la détention comme un calvaire avec un poids sur les épaules intenable et qui est abattue. C'est la première impression qu'elle donne, c'est abattue. Pour ce nouveau procès, la défense peut compter sur un soutien inattendu. Je vais avoir un coup de fil de la sœur de Michel Laforge qui va m'appeler et elle me dit « Non mais moi je crois que Lamia est innocente, j'en suis convaincu, vous m'avez convaincu à la première audience, c'est scandaleux qu'elle ait été condamnée. » Dès que j'ai le dossier en main, je ne suis pas certaine et je dis sans arrêt à ma nièce « Ce n'est pas parce qu'on vole, c'est pas la preuve qu'on a tué. » Donc pour moi, ça m'est égal qui que ce soit, mais je veux que ce soit la bonne personne. Ça, c'est tout ce qui m'intéresse. Pourquoi les proches de Michel Laforge ont-ils décidé de soutenir Lamia? J'ai lu 3 fois intégralement le dossier. Je suis convaincue qu'elle n'est pas la coupable. Elle ne peut pas être la coupable. La sœur et la fille de Michel Laforge se sont depuis le premier procès plongées dans le dossier d'instruction. Et elles pensent avoir découvert de graves incohérences dans l'enquête policière. Ma tante et moi avons émis de sérieux doutes quant à la culpabilité de la femme de ménage parce qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Ce qui ne collait pas, c'était la mise en scène qui était extrêmement rigoureuse et extrêmement précise. On peut même parler de scénographie. Virginie Clériot, la fille de Michel Laforge, en est persuadée. Lamia n'était pas capable de maquiller le crime en suicide. On a dans son bureau, sur un coin de table, une documentation des pompes funèbres. Et c'est là où on rencontre un problème, c'est que la femme de ménage, elle sait à peine parler le français. L'enquête a établi que Lamia ne sait ni lire ni écrire. Il semble donc impossible qu'elle ait pu choisir les documents mis en évidence dans l'appartement de la victime. Et ce n'est pas tout. En plus, il faut sortir des photos. Comment voulez-vous qu'elle connaisse l'histoire de ma sœur? Ma sœur ne la voit quasiment jamais.
Ma sœur va pas lui raconter sa vie. Mais on se fout de qui là? C'est énorme quand même. C'est juste complètement dingue. En fait, ils ont trouvé la coupable idéale et puis l'enquête a été menée à sens unique. Alors oui, la femme de ménage n'avait pas porté secours à ma mère. Oui, elle avait menti et elle avait volé, mais ça ne faisait pas d'elle une criminelle. Lorsque le procès en appel s'ouvre, la famille de Michel Laforge est bien décidée à faire entendre sa voix. Et nous étions convaincus que si nous ne bougions pas les lignes de force, on allait droit à l'erreur judiciaire. Et ça, c'était juste pas possible. Donc on a bataillé. Hervé Laforge, toujours persuadé de la culpabilité de Lamia, est abasourdi par ce véritable coup de théâtre qui éclate dès les premières heures de l'audience. Et la sœur et la fille ont imploré la cour d'acquitter l'accusé. J'ai le souvenir intact de cette force qui s'est dégagée d'elle, suppliant le président, la cour, les assesseurs, le jury, bref, l'ensemble, d'acquitter l'accusé. Il n'y a pas de critique possible là-dessus. Nous en avons été surpris. Nous avons bénéficié d'un président de la cour d'assises d'appel à Bobigny, d'un président curieux et qui lui aussi n'a pas hésité à pointer les incohérences de l'enquête parce que très vite il a compris qu'il ne pouvait pas s'appuyer seulement sur le dossier qui était trop vide. Les témoins se succèdent à la barre. Et c'est la déposition d'un des premiers pompiers à être intervenu qui va retenir toute l'attention du président de la cour d'assises. Il dit qu'au moment de la découverte du corps, le bras droit de Michel Laforge n'était pas complètement rigide. L'expertise d'un médecin légiste est alors réclamée. Lorsque le président lui pose la question, est-ce que ça peut justifier le fait que, en fait, elle serait décédée plus tard, à midi par exemple? Il lui répond très clairement, ça devient une possibilité. Et donc là, le médecin légiste, il a revu totalement l'heure du crime. Et il envisageait plus la possibilité du crime vers 10h, mais plutôt entre midi et 13h, midi 30. Tout d'un coup, on ne peut que penser à ses voisins qui ont entendu une femme suppliant. Et ça, c'est juste honteux, c'est juste un scandale. Et il est établi par l'enquête que Lamia a quitté le quartier du domicile des Laforge, bien avant midi. Elle ne peut donc pas avoir commis le crime dans ce nouveau créneau horaire. On n'a pas besoin d'un avocat, on n'a besoin de rien, on le comprend tout de suite. L'enquête a été bâclée. Bon, voilà. Ça, c'est sûr. Il y a des choses qui sont incompréhensibles. Je ne prétends pas avoir tout compris, loin de là. Et puis c'est surtout pas mon métier d'enquêter. Mais devant de telles inepties, de telles insuffisances, je ne peux que le relever toutes ces erreurs et les mettre bout à bout et constater cet énorme gâchis. Au dernier jour du procès, Maître Cotta prend la parole en dernier pour défendre sa cliente. Le moment est grave, car l'avocat général vient de requérir 15 ans de réclusion criminelle. L'avocat de la défense décide de plaider l'acquittement en développant une thèse très surprenante. Selon lui, Michel Laforge est morte accidentellement. Ce qui est possible, c'est qu'elle se soit cognée, qu'à partir du moment où elle s'est cognée, elle était déjà en partie habillée, qu'elle se nettoie la tête parce qu'elle a un peu de sang qui coule et qu'elle va prendre le sèche-cheveux pour sécher un peu ses cheveux avant de sortir. Elle enlèvera son chemisier pour pas se sécher les cheveux habillée. À ce moment-là, il s'avère qu'avec ses problèmes de hanche, elle aurait pu glisser dans la baignoire et ne jamais pouvoir se relever, ne jamais pouvoir se redresser de la baignoire. Le jury écoute l'avocat développer ses arguments. Ce qui me fait dire ça, c'est la brosse dans la baignoire, sous elle, qui me semble être un élément où on peut penser qu'elle est tombée avec la brosse dans la baignoire et que la brosse a glissé sous elle en tombant. À l'issue de la plaidoirie, le jury se retire pour délibérer. Cette thèse de l'accident, pourquoi pas? Elle a été discutée, des experts l'ont contredite. On est terrorisé jusqu'au moment du verdict, c'est-à-dire que je n'ai aucune certitude et je suis incapable de dire que cette audience s'est bien passée avant qu'on nous donne la décision définitive. Les jurés regagnent la salle d'audience. Leur décision est prise. Lamia est acquittée du meurtre de Michel Laforge. Ce que je ressens à l'annonce du verdict, ce sont beaucoup d'émotions. C'était très intense, et ça l'est toujours d'ailleurs, parce que cette victoire, elle me renvoie toujours à l'absence de maman.
Et puis également un sentiment de fierté. Aider à la libération d'une innocente, c'est une magnifique victoire sur la vie. Et puis c'était pas gagné, parce que l'acquittement, personne n'y croyait. Lamia est condamnée à 3 ans d'emprisonnement pour le vol des bijoux. Ayant fait 4 ans de détention provisoire, elle retrouve la liberté le soir du verdict. Mais avant de rentrer chez elle, elle doit repasser par la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pour prendre ses affaires et signer quelques papiers. À sa sortie, ses co-détenus lui manifestent un soutien exceptionnel. Et donc les portes vont s'ouvrir et elle sortira sous les applaudissements de la maison d'arrêt, avec un bruit incroyable de toutes les détenues qui siffleront, qui ululeront, qui applaudiront et qui, en gros, lui permettront de sortir de cet endroit un peu plus comme une femme que quand elle y était rentrée, malgré les 4 ans qu'elle y avait vécu. Lamia est innocente. Mais alors comment est morte Michel Laforge? Pour moi, la piste accidentelle, elle est complètement à exclure. Il y a une certitude, il s'agit d'un crime. La piste criminelle et formelle est la seule à être retenue. La sœur de Michel Laforge se promet de tout faire pour que le tueur soit un jour identifié. Je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Ça, non. Négard, le procès en appel de Lamia a été particulièrement étonnant. Le soutien actif et véhément de la famille de la victime a, semble-t-il, été déterminant. Est-ce que c'est courant que les parties civiles soutiennent les accusés? On peut le voir parfois, Arnaud, dans des affaires où un parent est accusé d'avoir tué l'autre parent. Il y a alors pour les enfants une sorte de conflit de loyauté affectif qui les pousse à soutenir la défense. On a par exemple l'affaire Jacques Viguier, ce professeur de droit qui avait été accusé d'avoir tué son épouse, et puis Jacqueline Sauvage qui avait été accusée d'avoir tué son époux violent. Et dans ces 2 affaires, les enfants avaient soutenu les parents. Mais dans une affaire comme la nôtre, où il n'y a aucun lien familial entre les différentes parties, il est extrêmement rare que parties civile et défense fassent cause commune. En général, quand il y a un accusé dans un box, les proches de la victime, et on peut le comprendre du fait de leur chagrin, vont être extrêmement vindicatifs et vont vouloir que la peine la plus forte soit prononcée. Immédiatement après l'acquittement de Lamia, la sœur de Michel Laforge s'engage dans un combat pour faire éclater la vérité. Comment juridiquement doit-elle agir pour relancer le dossier? Dans la mesure où le coupable n'a pas encore été retrouvé, la sœur de Michel Laforge devra déposer une plainte avec constitution de partie civile pour qu'une nouvelle instruction soit ouverte. Mais attention, il faudrait qu'elle le fasse tant que les poursuites sont encore possibles, c'est-à-dire tant que l'action publique n'est pas encore prescrite. Et ce délai de prescription, qui court à compter de la décision de la cour d'assises d'appel, a doublé depuis une loi de février 2017 et est aujourd'hui de 20 ans. La sœur de Michel Laforge décide de chercher elle-même ce qui pourrait relancer l'affaire. Elle se plonge alors dans le dossier d'instruction, essayant de mettre à jour tous les éléments qui n'ont pas été exploités par... À l'audience de la cour d'assises, entend que ces personnes auraient pu être citées, elles ne l'ont pas été. Au 5e étage, une voisine déclare avoir entendu des cris de femmes entre midi et 14h, qui ont duré entre 3 et 5 minutes. Au 4e, juste au-dessus de l'appartement des Laforge, un adolescent affirme avoir entendu des cris de femmes vers midi 10, midi 15. En dessous de l'appartement des Laforge, au 2e étage, c'est une étudiante qui perçoit entre midi et 14h des cris de femmes et un son comme un frottement assez bruyant. Cette jeune fille, elle habite en dessous. Elle dit qu'elle entend comme des frottements. Et des frottements quand vous réfléchissez. Les frottements ne peuvent être que sur les frottements du parquet qu'on nettoie. La sœur et le beau-frère de Michel Laforge imaginent alors un scénario bien différent de celui des policiers de la brigade criminelle. Une première agression qui survient avant l'arrivée de Lamia. Michel Laforge est alors placée inconsciente dans sa baignoire par le tueur qui quitte ensuite l'appartement. Peu de temps après, la femme de ménage arrive et découvre le corps. Contrairement à ce qu'elle pense, Michel Laforge n'est pas encore décédé, juste évanoui. Affolée, Lamia quitte l'appartement. Et c'est aux alentours de midi que le tueur serait revenu sur la scène de crime. Pendant un certain temps, j'ai pensé que ces cris, c'était quelqu'un qui revenait pour nettoyer, ce qui est logique, et que la personne qui arrivait pensait qu'elle était morte. Michel Laforge aurait alors, selon sa sœur, repris connaissance. Que ma sœur, entendant quelqu'un arriver, je me suis dit, elle appelle au secours, aidez-moi. Mais après, c'était des cris d'épouvante. Et là, je comprends
Je comprends que ma sœur voit la personne qui la tue. La personne la tue et lui dit qu'elle va la tuer. Qui pouvait en vouloir à Michel Laforge et surtout qui avait l'opportunité de pénétrer dans son domicile hormis la femme de ménage? Les regards se tournent alors vers le seul autre détenteur des clés de l'appartement, le mari de la victime. La cour d'assises de Bobigny a motivé sa décision d'acquitter la femme de ménage, en évoquant notamment des incertitudes concernant l'emploi du temps de M. Laforge, le jour du crime. Il est vrai que dans la feuille de motivation, qui trahit un peu le secret du délibéré d'ailleurs, semble exister des interrogations, est-il écrit, sur l'emploi du temps de Hervé Laforge. Il n'y a pas que cela d'ailleurs, il en est d'autres. Quoi qu'il en soit, il n'existe aucune interrogation. Hervé Laforge arrive à la clinique entre 8h45 et 9h. Il commence à prendre ses premiers clients. Jusqu'à environ 13h, il n'a de cesse de recevoir ses clients, d'opérer, d'être en permanence occupé. Grâce à cet alibi, les policiers ont vite écarté le vétérinaire de la liste des suspects. Pourtant, selon Virginie Clériot, les relations entre sa mère et son beau-père auraient dû être creusées par les enquêteurs. Je suis surprise quand j'entends parler certaines personnes et dire qu'il n'y avait pas de soucis dans le couple. J'ai jamais été entendue. Ma parole n'intéressait personne, mais j'ai des choses à dire. Et l'intimité du couple, je le connais. L'intimité de ma mère, je la connais. L'intimité d'Hervé Laforge, je la connais. Une amie des Laforge accepte aujourd'hui d'évoquer les tensions qui régnaient au sein du couple. Elle préfère, pour des raisons professionnelles, témoigner anonymement. Je connais bien le couple parce que je connais déjà Michel depuis très longtemps et Hervé Laforge donc depuis leur mariage. J'ai assisté à des scènes, ils étaient constamment en train de se fâcher, ils n'étaient jamais d'accord, c'était tout le temps tendu. On se disait mais à quel moment ils s'aiment? À quel moment ça se passe bien dans ce couple? Et il semblerait que le vétérinaire souffrait de ces conflits incessants. Il était sous l'emprise quand même de Michel, qui régentait tout. C'était une femme castratrice, c'est sûr. Hervé le vivait mal, mais Hervé n'extériorisait rien. Et depuis quelques années, les difficultés financières de la clinique vétérinaire empoisonnaient la vie du couple. Alors ça, à mon avis, ça a été terrible pour le couple. Parce qu'il y avait des enjeux d'argent énormes, dont me parlait parfois Michel. Ils sont passés par des étapes très inquiétantes et la tension au sein du couple était réelle. Et puis Hervé Laforge n'étant pas un homme d'affaires, les affaires ont périclité et puis il s'est mis à s'endetter. Et ils ont été contraints de vendre leur maison de campagne en Normandie et leur situation financière était précaire. Ouais. Loin des apparences, le mariage des Laforge était-il en réalité sur le point d'imploser? Maman, à la fin, s'expatriait de longues semaines chez des amis dans le sud de la France, seule. Elle avait évoqué avec moi le désir de divorcer. En tout cas, elle y songeait sérieusement. Je me disais, Hervé, c'est une cocotte minute. Le jour où ça va exploser, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Je me disais, il y en a un qui va se prendre un pain dans la figure. Une énième dispute du couple pourrait-elle être à l'origine du drame survenu le mardi 13 décembre 2011? Alors ça, c'est de la révolte. Que des personnes aient pu imaginer que Hervé a pu être impliqué dans la disparition de sa femme, ça me révolte. Hervé Laforge, c'est le genre d'homme qui ne lèvera pas la main sur quiconque, sur une femme, enfin de plus sur une femme, et sa femme. Non, c'est impensable. On se dispute, qu'on se chamaille, mais enfin, ça fait partie de tout le monde. Mais c'est pas pour ça qu'on va assassiner sa femme. Non, c'est révoltant. Puis attendez, tout montre qu'il était absolument pas sur les lieux. Enfin, c'est... Mais alors, pourquoi le téléphone portable d'Hervé Laforge a-t-il activé le matin du meurtre 2 antennes relais distinctes? Pourquoi, s'il n'est pas sorti de sa clinique, son portable a-t-il borné à 2 endroits différents?
Le quartier où se déroulent les faits est un quartier qui est connu pour avoir énormément d'activités de téléphonie mobile. Il est tout à fait probable qu'une antenne qui est surchargée passe la main à une antenne qui est un peu plus éloignée, mais qui, elle, peut gérer un abonné. Donc de ce que j'ai pu voir des bornages de ce vétérinaire dans le quartier, il s'agit d'un comportement tout à fait normal du réseau qui ne prouve pas du tout que la personne a été ailleurs que là où elle prétend avoir été. Hervé Laforge n'a jamais été inquiété au cours de l'instruction. Son alibi a été vérifié par l'audition des clients de sa clinique et celle de son assistante qui affirme ne pas l'avoir quitté de la matinée. Aucune charge ne pèse aujourd'hui contre lui. Hervé Laforge s'est reconstruit à titre personnel, à titre professionnel aussi, et il vit une vie normale dans l'amour de sa nouvelle épouse. Je suis incapable de dire qui est coupable de cette histoire, j'y étais pas, j'ai pas les éléments, et dans le dossier, j'ai le dossier qu'on a nous, et je vois pas quel élément peut permettre de mettre en cause Monsieur Laforge, en quelque façon que ce soit, aujourd'hui. Depuis l'acquittement de l'Amiens en avril 2016, l'enquête sur le meurtre de Michel Laforge est close. Plus aucune investigation n'est menée. C'est compliqué psychologiquement quand on est avocat général, procureur de la République, qu'on s'est battu pour avoir la culpabilité de quelqu'un pendant 4 ans, que cette personne est acquittée à la fin et qu'on nous dit faut relancer l'enquête. Je pense que c'est compliqué. Depuis, Virginie Clériot se bat pour obtenir la réouverture du dossier. Et c'est presque par hasard qu'elle pense avoir découvert l'élément nouveau qui pourrait relancer l'affaire. Elle se souvient très bien de cette soirée d'hiver de 2016, durant laquelle elle a ouvert le carton contenant les vêtements de sa mère, qu'elle avait conservés depuis le décès. Puis, le temps passant, elle a eu l'envie de porter les vêtements de sa mère, de voir s'il n'en était pas quelques-uns qui étaient portables par elle. Voilà, j'étais très attentive aux odeurs, à ce que je voyais. C'était plein de souvenirs, c'était la malle au trésor. Parmi ces vêtements, un pull attire l'attention de Virginie. Quand je me suis saisie de ce pull, de façon instinctive, c'était comme une évidence. Je l'ai tout de suite coordonné avec le pantalon que portait maman le jour de son assassinat. Pour ma nièce, c'est un flash. Ce gilet, sa mère le mettait pratiquement toujours lorsqu'elle avait le pantalon dans lequel elle a été découverte dans la baignoire. Et curieusement, elle remarque sur le vêtement des traces au niveau de la poitrine et des poignets. Elle le confie alors à son teinturier, qui sans hésiter lui révèle qu'il s'agit de taches de sang. Je ne peux pas imaginer que ma mère ait gardé ce pull taché de sang dans sa garde-robe. C'est juste impensable. Pour Virginie Clériot, sa mère portait ce pull lors de son agression mortelle. Il s'agirait donc d'un indice capital, jusqu'ici ignoré par les enquêteurs. Pour moi, c'est ce pull-là qu'elle portait. Et je le possède. Il est dans un endroit sécurisé et je le tiens à la disposition de la justice. S'il était attesté que c'était le sang de Madame Laforge dessus, ce serait un très très bon élément pour saisir le parquet et pour reprendre l'enquête. Aujourd'hui, la famille de Michel Laforge réclame une expertise génétique de ce pull. L'ADN du tueur est en effet peut-être sur ce vêtement. Pensez-vous, Jean-Marc, qu'il serait utile de faire analyser le pull de Michel Laforge ? Oui, il se peut tout à fait que l'ADN du tueur se trouve emprisonné dans les fibres de ce vêtement. Souvenez-vous, le corps de Michel Laforge a été retrouvé dans sa baignoire avec son soutien-gorge relevé au-dessus des seins. Il se peut tout à fait que son tueur l'ait involontairement dévêtu en déplaçant le corps. Je pense qu'avec les éléments dont on dispose, on peut reconstituer la scène de la manière suivante. Le tueur assène un coup violent sur la tête de sa victime, elle tombe inerte au sol. Il se place derrière elle, la saisit sous les bras et fait riper son corps de l'entrée vers la salle de bain. En faisant riper ce corps, le pull remonte jusqu'à en rester peut-être dans les mains de l'auteur. C'est ainsi que le soutien-gorge remonte également et ça explique également la présence de la boucle d'oreille sur le carrelage de la salle de bain qui serait accrochée aux mailles de ce pull. Il y a tout de même un mystère. Comment le pull a-t-il pu se retrouver avec le reste des vêtements de Michel Laforge récupérés par sa fille ?
Si c'est bien le pull que portait Michel Laforge le jour de son agression, son tueur s'est retrouvé avec ce pull entre les mains, il l'a replié et l'a placé avec les autres affaires de Michel Laforge. C'est la cachette idéale pour cette pièce à conviction. Virginie Clériot nous a confié qu'elle gardait précieusement ce pull, mais pour l'instant, la justice ne semble pas vouloir s'y intéresser. Pourquoi, selon vous ? Quand il y a un acquittement, c'est toujours un échec pour le procureur de la République qui, convaincu de la culpabilité de l'accusé, n'a pas réussi à faire partager cette conviction aux jurés des assises. C'est alors bien sûr très difficile de recommencer une enquête à zéro alors qu'on pensait que l'affaire était élucidée. Pour l'avocat de Lamia, Michel Laforge serait morte accidentellement. Il a développé cette idée lors de sa plaidoirie au procès d'appel. Jean-Marc, qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse ? Non, il y a trop d'éléments qui ne collent pas avec l'idée d'un accident pour que cette hypothèse puisse être prise au sérieux. Comment expliquer sans l'intervention d'un tiers les traces de sang dues au ripage du corps de Michel Laforge de l'entrée vers la salle de bain ? Comment expliquer cet étalage de documents dans la chambre à coucher de la victime ? Comment expliquer ce soutien-gorge remonté au-dessus des seins ? Comment expliquer cette boucle d'oreille tombée au sol ? Enfin et surtout, pourquoi se serait-elle fait couler un bain alors qu'elle ne prenait que des douches ? Non, Arnaud, la mort de cette femme est à l'évidence d'origine criminelle. La vocation de la justice est de ne pas laisser un crime impuni. Pourquoi prend-elle le chemin exactement inverse ? J'ai besoin de savoir pourquoi ma mère a été assassinée et à qui profite le crime. Il y a une chose qui existe à mes yeux, c'est qui a tué ma sœur. Comment on a tué ma sœur et que la personne soit en prison. Le reste ne m'importe peu. La famille de Michel Laforge se bat pour obtenir la réouverture du dossier. Je crois que tous les éléments nouveaux sont dans le dossier. Il est du devoir de la justice d'enquêter. Si je pense que les témoins ont encore des choses à dire, oui, certainement, je le sais. Et ils sont nombreux. Je les sais prêts, ils veulent aider, mais seulement ils ont peur. Ils attendent comme moi une nouvelle instruction pour libérer leurs paroles. Il y a une mort acceptable et il y a une mort qui n'est pas acceptable. Et celle-ci n'est pas acceptable. Et c'est cher, je paye très cher. Je paye très cher. Et moi et mon mari. Point de vue santé, je ne lâcherai pas, quel que soit le prix à payer. Si vous voulez, elle est là, c'est peut-être prétentieux, mais c'est comme si j'étais un justicier. Et j'espère que votre reportage contribuera à la réouverture et permettra à la justice de ne pas étouffer ce crime atroce. Le meurtre de Michel Laforge a détruit sa famille. À la violence du crime est venue s'ajouter l'absence de réponse. C'est pourquoi les crimes qui restent non élucidés sont si cruels pour les proches des victimes. Aujourd'hui, la fille de Michel Laforge est bien décidée à faire éclater la vérité pour sa mère, pour elle-même et sans aucun doute contre l'individu qu'elle espère voir un jour accusé dans le box d'une cour d'assises. Tides will rise, tides will fall.
speed in the black. Nobody driving. We're in the back to the end of the world. Tides will rise, tides will fall with the gravity of you to the end of the world. Fortune teller, deck in her hand. Fool arcana lives on the land. The gravity of you. The gravity of you. Tides will rise, tides will fall. It'll always be true. Tides will rise, tides will fall. There's nothing we can do. How many suns? We don't know. Our supernova tells us when we have to go. To the end of the world. To the end of the world. To the end of the world. I'll love you to the end of the world. Sun is falling, speed in the black. Nobody driving. We're in the back to the end of the world. Tides will rise, tides will fall with the gravity of you to the end
no, no.